Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TV Veto Inside en direct de d'AVVAC le Congrès Lyon 2024. J'ai le plaisir d'accueillir mon confrère, le docteur Xavier Lévy, spécialiste en reproduction vétérinaire. On va parler de la gestion des problèmes prostatiques chez le chien. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Bon, ravi de t'accueillir. Tu es le rare, j'ai presque envie de dire presque l'unique, si je me trompe, mais à avoir une clinique vétérinaire spécialisée en reproduction basée à Toulouse, c'est ça, hein? Tout à fait. Et tu exerces aussi à Bordeaux, tu consultes à Bordeaux. Exactement. Bon, en tout cas, je te remercie. On va parler des pathologies prostatiques chez le chien. À partir de quand devrait-on, en tant que vétérinaire, dépister une pathologie prostatique chez un chien? Et puis, ma seconde question qui va s'enchaîner, c'est comment faut-il le faire? Alors, on a coutume de dire que la plupart des chiens qui vieillissent, passé 7 ans en moyenne, développent une hyperplasie, ce qu'on appelle bénigne de la prostate ou HBP. À bien comprendre que quand on parle d'hyperplasie bénigne, c'est pas parce que c'est bénin dans le sens où c'est anodin, c'est bénin par opposition au cancer. D'où l'expression. Et c'est vrai que de nombreux chiens qui vont passer 5 à 7 ans vont pouvoir développer une hyperplasie bénigne de la prostate. Tous n'en seront pas malades. C'est une définition à ce niveau-là, cytologique ou histologique. Mais bon nombre de chiens vieillissants, passés 8-9 ans, vont développer une pathologie de la prostate liée à la production au départ de testostérone qui est transformée en DHT, en dihydrotestostérone. Et donc, cette hyperplasie va faire le lit à de nombreuses autres complications, pathologies de la prostate. Alors, comment peut-on, et si on peut d'ailleurs, la dépister? Alors, on peut la dépister. En fait, il faut faire vraiment une distinction entre l'activité générale pour le particulier qui a un chien et l'activité de reproduction. Quand même, c'est important parce que je vous disais que bon nombre de chiens passés 7 ans vont développer une hyperplasie bénigne de la prostate qu'il faudrait dépister. Pour des chiens reproducteurs, et ça c'est bien de le noter, des gens qui auraient un chien qui souhaiterait faire reproduire ou qui est vraiment un étalon de valeur, en réalité les pathologies de la prostate peuvent se développer bien avant et souvent, surtout quand ils sont sollicités par une libido exacerbée, dès 3-4 ans ils peuvent la développer et altérer leurs semences. La dépister, c'est très simple. Vous connaissez tous le toucher rectal qu'on a tous appris à l'école. Alors c'est un examen qui a l'avantage d'être peu coûteux, qui est plutôt simple de réalisation si le chien est bienveillant, coopératif, si vous n'avez pas de trop gros droits par rapport à la taille du chien. Mais c'est finalement souvent mal vécu par le véto, mal vécu par le propriétaire, un peu la crainte que le chien réagisse mal. Et du coup, c'est pas en pratique fait très régulièrement. Et alors que c'est un examen qui est certes pas très spécifique, on ne va pas faire la distinction entre différentes entités pathologiques, mais qui permettrait de voir une grosse hyperplasie. Voilà, ce que tu fais, enfin, ce que tu ressens quand tu fais un toucher rectal, finalement, c'est quoi? C'est une augmentation de volume de la prostate? Ouais, c'est un basculement de la prostate dans l'abdomen, une augmentation de taille, une perte de la symétrie, éventuellement des zones qui sont plus indurées que d'autres. C'est un examen tout à fait honnêtement qui est assez tardif. C'est-à-dire qu'on va révéler une hyperplasie ou une pathologie de la prostate, des kystes ou autres, quand elles sont déjà à un stade avancé. C'est un examen qui est assez peu précis. Il existe d'autres outils, bien évidemment. Alors moi, pour un vétérinaire généraliste, ce que je recommanderais, c'est plutôt un dépistage sanguin. En première intention, on a l'habitude maintenant, quand le chien passe un certain âge, de réaliser une prise de sang pour faire un bilan sanguin général, qu'on appelle un bilan gériatrique. Rien n'empêcherait d'inclure dans ce bilan une analyse d'une enzyme qu'on appelle la CPSE. Et cette CPSE est très sensible pour révéler, selon la concentration choisie, donc je dis en général 90 nanogrammes par millilitre, de révéler une hyperplasie bénigne de la prostate. Donc ça, c'est un examen, je trouve, simple et fiable, assez sensible et spécifique pour dépister une HBP. Et si il s'avère qu'il y a un souci, à ce moment-là, on peut conduire à réaliser un examen échographique. L'échographie, c'est le gold standard, mais je ne vais pas forcément recommander à un vétérinaire généraliste de réaliser systématiquement une échographie en première intention. Non pas qu'elle ne soit pas intéressante, mais il pourrait y avoir du sur- ou du sous-diagnostic quand c'est relativement précoce. Et puis, le risque, c'est de soit sous-facturer, soit surfacturer l'examen. C'est-à-dire que, imaginons un chien qui vient, vous n'allez pas systématiquement lui faire une grosse échographie abdominale juste pour dépister une HBP. C'est pas pratique, c'est pas forcément dans la même salle, alors que la prise de sang sera instantanée. Mais alors, qu'est-ce qui te fait décider de faire un dépistage sanguin? Parce que la question que je vais te poser est hyper bête. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Est-ce qu'il y a des races prédisposées?
Voilà, est-ce qu'il y a des études sur certaines races de chiens qui seraient peut-être plus prédisposées à ça? Alors je pense qu'il faut vraiment distinguer effectivement le dépistage du diagnostic. Le dépistage, c'est pour un chien qui ne présente pas de signes cliniques, a priori, et on va juste vouloir s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Donc là, ça va plutôt être une prise de sang. Pour un chien qui serait symptomatique, et là on va venir au détail, là on ira plus rapidement sur l'échographie, tout à fait concrètement. Et les signes d'appel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les signes du syndrome prostatique. Alors un des signes courants, c'est des pertes de sang, ce qu'on appelle intermictionnelles, c'est-à-dire des petites pertes de sang au niveau du fourreau ou par terre, en dehors de toute miction. Donc ça, c'est un motif très fréquent de consultation. D'autres motifs, ça peut être des difficultés à la défécation. La prostate grossissant, comprimant le côlon, le chien va avoir plus de mal à déféquer, va avoir tendance à être un petit peu constipé. Les selles peuvent avoir un aspect d'ailleurs aplati. Et ça conduit chez certains chiens à des hernies périnéales. Et puis après, on peut évidemment, sur des complications, on peut avoir des syndromes du bas appareil urinaire, des signes qui sont comparables à une cystite avec une pollakiurie, une dysurie, une strangurie, une hématurie. Et puis évidemment, si vraiment on va encore plus loin sur des abcès, des prostatites infectieuses, on pourrait aller vers des signes qui s'approchent de la septicémie, de la péritonite, ainsi de suite. Oui, donc des conséquences qui peuvent être gravissimes si le propriétaire ne consulte pas assez rapidement une fois qu'un des signes, j'imagine, est visible. C'est pour ça que moi je prône le dépistage tout à fait honnêtement ou le diagnostic précoce, parce que moi dans mon activité spécialisée, je vois très régulièrement des chiens, j'en ai encore eu un récemment, qui ont des complications très graves. Certes, c'est pas la masse des chiens, mais là nous on est là pour soigner tous les chiens. Et en fait, récemment, j'ai eu un chien qui avait des kystes prostatiques absolument énormes, qui avait une hernie périnéale, qui n'avait du mal à uriner. C'était très difficile à corriger, même par chirurgie. Alors que si ce chien avait été dépisté quelques années auparavant, en fait, un simple traitement médical aurait résolu le problème. Alors justement, en matière de traitement, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui, Xavier, si on s'y prend assez tôt dans le diagnostic? Aujourd'hui, on a des traitements franchement simples et efficaces. Alors, on a un traitement, ce qu'on appelle de première intention, qui est un anti-androgène, qui fait partie de la famille des progestagènes, mais qui a vraiment un tropisme anti-androgène, qu'on appelle l'acétate d'osatérone. Je ne sais pas si on a le droit de citer les noms déposés, pas forcément. C'est de ton ressort. On n'est pas sponsorisé, on est neutre, il n'y a aucun problème de laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'hyposane. De toute façon, il n'en existe qu'un, donc on n'a pas tellement de choix, qui est très efficace et qui est le traitement de première intention parce qu'il va permettre une réduction du volume et de l'activité prostatique comparable à une castration chirurgicale. Ça, c'est le traitement de première intention. Et puis après, on aura le choix. Soit on décide de castrer chirurgicalement le chien pour résoudre le problème définitivement, soit on peut décider de continuer de poursuivre ce traitement régulièrement à l'hyposane, soit on décide de le castrer médicalement à travers un implant qu'on connaît aussi. Alors, est-ce que c'est vrai que la castration augmente le risque finalement de cancer de la prostate ? Alors, c'est une question intéressante. Un peu provocant, mais... En fait, dans les années 80-90, il y a une étude de TESC qui a montré effectivement que sur une race en particulier, sur le braque hongrois, on avait une augmentation du risque de carcinome prostatique, donc qui est le principal cancer de la prostate chez le chien, après castration. Mais il faut quand même avouer qu'il n'existe qu'une étude, que ça pas trop été retrouvé sur d'autres études globales, épidémiologiques, que le cancer de la prostate chez le chien, contrairement à l'homme, est très rare. Très très rare, c'est moins de 0,3% de la population canine. Ouais. Donc certes, même si on peut observer une augmentation éventuellement de ce risque de cancer, l'augmentation reste finalement à la marge. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, un grand merci à Xavier pour tes lumières, parce que je pense que c'était intéressant de refaire un point là-dessus. Est-ce que finalement, le mot de la fin, c'est que le toucher rectal, finalement, c'est pas si mal parfois pour débuter finalement cet échange sur cette maladie avec un propriétaire et le sensibiliser aussi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter sur des chiens qui font plus de 10 à 15 kg d'y revenir. Faire un toucher rectal, c'est simple, pas très sensible mais intéressant quand même en dépistage. Et que si vous n'êtes pas à l'aise avec le toucher rectal, il existe des analyses biologiques de sang qui permettent aussi un examen très fiable. Bon, merci beaucoup Xavier en tout cas. Bon merci plaisir d'être venu. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé justement sur les problèmes prostatiques chez nos chiens. Si vous n'hésitez pas à le partager, suivez-nous sur Veto Inside et à très bientôt. Au revoir.